Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs, des autrices et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie Poulain, et je suis à la fois ravi et curieux de l'accueillir, car pour ceux qui suivent le podcast, Sylvie a été citée par Benjamin Dupuis comme un profil hors du commun. Donc Sylvie a mené une vie riche que je qualifierais personnellement d'aventureuse dans la marine nationale, mais elle est aujourd'hui également autrice, donc elle va nous parler de ses textes et de sa pratique de l'écriture. Elle a déjà publié plusieurs textes dans différents univers, comme le Paris des merveilles ou Les mystères de Kioche, justement coécrit avec Benjamin Dupuis. Donc je crois savoir qu'elle travaille sur un autre projet personnel, un roman qui lui tient à cœur, et donc elle va peut-être pouvoir nous parler un petit peu aujourd'hui. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour Michael, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là également. Bon, bah, ça me fait très plaisir. Heu, je suis content de t'avoir parce qu'on va pouvoir avoir ton point de vue sur l'écriture et puis, voilà, parler un peu de ton métier qui, je suis sûr, suscite toujours un peu de curiosité. Je suis Exactement. passionné d'aéronautique aussi, donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. Je pilote pas, mais bon, j'ai fait des petits voyages en avion, dans le passé, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse. Je pense qu'on va avoir pas mal de sujets à partager du coup, effectivement. C'est bon pour déflorer, Vas-y. lever le rideau. Sur une première carrière, j'ai été pilote d'hélicoptère dans la marine nationale. J'écrivais déjà un petit peu à l'époque. Et puis après une reconversion, me voilà maintenant artisan, relieur de livres et auteur. Oui, incroyable. Quel, effectivement, quel parcours, varié, on va dire, et riche. Ça a été le grand saut entre les deux. Donc tu disais que tu écrivais un petit peu, auparavant. Comment tu as commencé? Tu as commencé quand tu étais jeune ou alors tu as commencé quand tu étais en voyage pour, t'occuper? Comment ça s'est passé? Un peu des 2. Je pense que j'ai commencé, très tôt. Mon tout premier souvenir, ça doit être vers 10 ans, je pense. En fait, j'ai commencé, par imitation, quoi. Je lisais beaucoup, tous ces récits, j'avais envie de les partager ou de me les réapproprier et j'ai fait une première tentative de roman à l'adolescence, je pense. Une histoire d'apocalypse, qui probablement m'avait été inspirée par Ravage de Barjavel que j'avais lu, au collège. Et puis, j'ai fait plusieurs essais petit à petit. J'ai lu Tolkien, alors je me suis mise à écrire des histoires de gens qui partent en quête. Et ensuite, c'est effectivement devenu mon petit jardin secret une fois que j'étais dans la marine nationale, où à bord le soir, après une dure journée, j'allais m'installer sur mon lit avec mon ordinateur et puis j'ai écrit tout un roman qui m'a pris 7 ans à développer. Donc au final, il est assez décousu et maintenant, j'en ferai plus rien, je pense. Mais c'est comme ça que j'ai un peu appris en autodidacte à écrire. Mmh. Et donc oui, tu citais, Barjavel, tu citais Tolkien. Quelles sont tes références? C'était tes genres de littérature, favorites? Le fantastique, la fantasy, le Ouais, actuellement, c'est la SF et la fantasy. Mais j'ai un background qui est assez éclectique en fait. Jeune, j'ai lu les classiques de SF, Asimov, Herbert, Dick, et puis Jules Verne ou Barjavel, comme on disait. J'ai aussi beaucoup été attirée par la littérature de voyage, avec notamment Saint-Exupéry, Kessel, Henri de Montfred aussi, sur tout ce qui est autour de la mer Rouge. Et puis les classiques avec Hugo et Dumas, quoi. C'est un peu tout ça qui a, qui a nourri mon imaginaire. ouais, puis les littératures de voyage qui va avec, l'aéronautique, quoi, donc Bah OK. exactement. Saint-Exupéry, il n'est pas venu là par hasard. C'est cette idée d'entrer dans la marine, c'est un télescopage en fait entre mes lectures et puis l'actualité que je voyais. C'est une envie de me rendre utile et puis de voir des horizons lointains en même temps. Mmh. Pour être pilote, il faut être, c'est plutôt scientifique, Oui, j'imagine, donc voilà, l'écriture plutôt littéraire, donc tu as mené les deux en parallèle? j'ai toujours un peu eu les deux attraits parallèlement. Alors j'ai suivi une voie scientifique parce que c'était un peu la voie royale, comme on disait à l'époque, quoi. J'ai fait un bac S, j'ai même commencé une prépa. Et puis côté littéraire, j'ai toujours été passionnée par l'histoire, le patrimoine, donc j'ai toujours cultivé un peu les 2. Donc enfin, ma première carrière a été plutôt scientifique et maintenant je reviens, je reviens vers l'histoire et le patrimoine. Sur le pilotage, tu dis que tu es pilote d'hélicoptère, c'est
Pourquoi l'hélicoptère? C'est un choix particulier ou comment par rapport à Oui, bah, alors, l'avion en qui est fait, quand on entre comme je l'ai fait dans la filière pour devenir pilote, dans la marine, on a le choix entre 3 filières. Donc il y a les hélicos, il y a la chasse et il y a les avions de patrouille maritime. Et en fait, moi, ça a tout de suite été, les hélicoptères qui m'ont attirée. Parce qu'il y a ce côté, d'aller, près des obstacles, près du relief, de faire du treuillage, d'aller se poser sur le pont d'un bateau qui bouge, et tout ça, c'était des petits challenges qui m'intéressaient. C'était là où on pouvait aller sur le plus de bateaux différents également et donc voir le plus de choses. Il faut savoir que presque tous les bateaux de la marine nationale ont une plateforme en fait, sur le pont qui permet d'accueillir un hélicoptère. mmh, ce qui est pas le cas pour les oui, pour les avions qui Ah, doivent être des ils ont que le porte-avions? porte-avions les pauvres. Ouais, donc limité, limité. Voilà. OK, bah, écoute, c'est impressionnant. Du coup, tu as fait un métier qui était très ancré dans les réalités et tu Mmh. écris beaucoup dans l'imaginaire. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a des passerelles entre les 2? Comment tu vois la chose? Je pense que pendant longtemps, ça a été complémentaire. Ça a été, ma petite bulle d'oxygène, à côté d'un quotidien un peu plus stressant, effectivement. Et puis maintenant, bah, finalement, je t'avouerai que mon imaginaire se nourrit de cette première expérience. Je reprends quelques idées pour les ambiances, notamment dans mon roman dont on parlera plus tard probablement. Mmh. OK, OK. Donc oui, ça enrichit, ça enrichit tes écrits, en fait, avec ton background, quoi. Bah, c'est un milieu vraiment hors du commun en fait et je pense que on en reste forcément un peu marqué, quoi. Le fait d'aller vivre pendant plusieurs mois, enfermé sur un bateau avec, 100 types que tu connais pas au début et qui petit à petit deviennent des amis, heu, c'est, heu, c'est une expérience, à la fois extraordinaire et marquante. Ça Mmh. reste. Ouais, tu une proximité, une vie en commun qui est un peu forcée aussi, C'est donc ça, c'est tu une vision de la vie en groupe, qui forcément te marque. mmh. Et donc, quand tu disais que là, tu as fait, une reconversion, c'est parce que la carrière est comment est à durée limitée dans l'armée? Parce que c'est voilà, tu voyages beaucoup? Alors déjà oui, bah, j'étais officier sous contrat en fait, donc ça fait des carrières plus courtes parce que je voulais entrer exclusivement pour être pilote, donc j'ai choisi cette filière qui permettait de ne faire que ça. Et puis, bah, en fait au bout de 12-13 ans, j'ai commencé à être vraiment fatiguée et à avoir des problèmes de santé. Et du coup, bah, au bout d'un moment je me suis retrouvée dans un bureau, donc fini les hélicoptères, fini les bateaux au bout du monde et cetera. Et puis bah là, à un moment donné, je me suis dit, bah, il va avoir être temps de il va être temps de penser à autre chose et puis d'aller voir ce que je peux explorer de nouveau. D'où cette idée d'aller chercher, bah, dans mes autres centres d'intérêt, de revenir à la fois vers les livres et puis vers tout ce qui est art, artisanat. Et puis ça s'est transformé en l'artisanat de la reliure. Donc dans la reliure, c'est quel genre de livre? C'est des livres anciens que tu relis? Bah, un peu de tout. Alors c'est beaucoup des particuliers qui m'amènent leurs souvenirs de famille. C'est souvent assez émouvant en fait. Ils m'amènent le livre de la grand-mère ou alors, récemment j'ai eu un truc absolument génial, un ancien album photo du début du XXe siècle où un marin, encore un, avait envoyé des cartes postales d'Asie à sa famille en 1907-1908. Donc tu avais 150 cartes postales de l'époque, colorisées au pochoir. Et donc il fallait réparer l'album parce qu'il tombait en ruine malheureusement. Mmh. OK. Donc, oui, un métier, ouais, qui te ramène à l'écrit, qui te ramène à Ouais, enfin, au et patrimoine qui et patrimoine et puis le lien entre le patrimoine historique, commun et puis, le patrimoine familial de ces gens qui m'amènent, leurs livres. puis qui est manuel aussi. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai fait des recherches, mais tu es très discrète, donc j'ai du mal à trouver beaucoup de choses. Donc je crois que, le premier, est-ce que tu as commencé par, le conte et récits du Paris des merveilles? Est-ce que c'est là Oui, que tu as rencontré Benjamin? D'accord, donc c'est comme à cette occasion que je l'ai rencontré, oui. mmh comment tu t'es retrouvée, tu avais fait beaucoup d'appels à texte avant? C'était ton 1er? C'était le premier. C'était c'était un coup de bol assez extraordinaire. En fait, je venais de finir
ce gros pavé qui m'a occupé pendant 7 ans là. Je venais tout juste de le faire lire à 5 personnes triées sur le volet parce que oulala, je voulais pas montrer ça à trop de monde. Et puis après, bah, je savais plus trop quoi en faire parce que en fait, voilà, c'était énorme, c'était pléthorique, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis en fait, il aurait fallu que j'enchaîne sur un second tome, donc ça me bottait pas plus que ça. Et puis à ce moment-là est arrivé, alors je suivais Pierre Pevel sur Facebook parce que j'appréciais énormément ses écrits. Et donc c'est comme ça que j'ai vu un jour popper sur, sur mon écran l'appel à texte donc de Pierre Pevel avec les éditions Bragelonne pour offrir à des inconnus de se lancer dans son univers du Paris des Merveilles pour écrire des nouvelles. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, c'est peut-être le destin qui fait un signe. Euh, Ça arrive. Et donc bah, j'ai envoyé mon petit synopsis, un peu avec la sensation de me jeter dans l'eau sans avoir appris à nager avant. Et puis bah, miracle, le synopsis a été retenu. Alors je me rappellerai toujours, toujours ce jour-là, quoi. Je redescendais de Paris vers le Var où j'étais encore basée sur Toulon à l'époque. Et puis, petit message de Pierre Pevel sur Messenger. Félicitations, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre projet a été retenu. Je vous recontacterai sous peu. J'étais sur une aire d'autoroute à ce moment-là. C'est l'aire d'autoroute la plus belle de ma vie. Oui, ça fait plaisir, oui. Quand, tu avais travaillé. Ouais, c'était juste le synopsis encore. C'était juste le synopsis. Le vrai gros travail, ça a été après avec lui, oui, tout à fait. Et comment ça s'est passé le travail avec Pierre Pével? Ah bah pour moi au début ça a été extrêmement stressant parce que déjà c'était la première fois que je parlais à un écrivain. C'était petite intimidation quand même. Et puis bah, ça a été extrêmement enrichissant parce qu'en fait tout simplement il m'a appris que potentiellement il y avait une méthode pour écrire et que notamment bah, ça pouvait être très utile d'écrire un synopsis, chose que je n'avais absolument jamais essayé par moi-même avant. Donc ça a été un peu le point difficile d'ailleurs parce que bah, ne sachant pas faire, je partais un peu à tâtons. Donc le synopsis, il a fallu le retravailler 3-4 fois. Et puis au final, bah, il y a eu le déclic. J'ai dû comprendre ce qu'il attendait. Et puis on est arrivé. Après sur la rédaction, ça a mieux coulé. C'était vraiment le synopsis qui permet de poser les fondations en fait du récit. Et après, il n'y a plus qu'à monter les briques et ça se passe, ça se passe bien. Est-ce qu'il a donné des bases? Est-ce qu'il t'a référencé à des bases de techniques de narration? Comment ça s'est passé après? Ouais, pas de manière si précise que ça. En fait, on est passé par 3 étapes. D'abord un synopsis général, donc qui s'apparente plutôt à un résumé en fait, qui donne les grandes lignes du récit. Ensuite un synopsis détaillé, où là vraiment tu vas chercher toutes les intrigues et sous-intrigues de ton récit, mais en se focalisant vraiment exclusivement sur les personnages, ce qu'ils vivent, la cohérence de leur comportement, etc. On ne va pas dans les détails, on ne va pas sur l'univers autour. Tout ça, ça reste de côté. C'est vraiment la cohérence, le maître mot, en fait. Hmm. Et ensuite, bah, une fois que ça, c'est bien construit, bien clair, bah, on peut commencer à écrire. Est-ce que tu t'es beaucoup éloigné de ton synopsis au final après Du l'écriture dans premier, la phase? Ouais, du premier. ah bah, il a été complètement réécrit. Ah oui. Et- J'ai gardé l'idée de départ. Je pense que c'était ça qui lui avait plu en fait. L'idée de départ, c'était de m'inspirer d'un événement historique, en fait, d'un crash aérien qui avait eu lieu en 1911. Donc j'étais partie là-dessus et j'avais transformé sur une histoire d'espionnage. Donc ça c'est resté, c'est toujours là dans le final, mais en fait en cours de route, j'ai changé de personnage principal, j'ai changé d'intrigue, tout a été modifié. D'accord. Et par contre, le synopsis, la deuxième version, tu as réussi à coller Ouais. et puis à dérouler. Ouais, ok. Oui, bah une fois qu'il était écrit, comme c'était très détaillé, j'avais plus qu'à suivre sur quelque chose d'aussi court qu'une nouvelle, même si c'était une grosse nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de partir sur des chemins de traverse. Ok. Moi, je dis ça, je pose beaucoup de questions là-dessus parce que dans mon Ah roman, bah, j'avais tu fais bien. synopsis et voilà, quand tu as fait un premier jet, tu t'aperçois que Oui, bon, les personnages, ils ont changé, tu les as découverts vraiment et donc il oui, faut alors je revoir un t'avoue, peu. je t'avoue que maintenant, sur un projet plus long, c'est plutôt comme ça que ça se passe, oui. Ok, bon, ça va, tout est normal alors.
Et donc, c'est à cette occasion-là que tu as rencontré Benjamin Lupu. Tout à Vous fait. avez, vous avez échangé par mail, enfin, entre les gens du projet? Voilà, c'est ça sur Messenger. Bah, Pierre, il nous avait mis en relation de toute façon sur un petit groupe. Puis on a fait connaissance donc avec les trois autres, là, Bénédicte Vizier, Catherine Loiseau, qui écrit des trucs steampunk vraiment sympas. Et puis Benjamin, qui à l'époque avait commencé à travailler sur sa série des Mystères de Pioche déjà. Donc bah, curieuse, j'étais allée lire un peu, etc. Je lui avais fait un petit retour. Et puis ensuite, bah, on termine cette histoire avec le Paris des Merveilles, grosse euphorie, voilà, première publication. Et puis on continue à discuter avec Benjamin, on se rencontre à Paris, puisque moi je revenais régulièrement sur Paris. Et puis un jour, il me propose, bah écoute, est-ce que tu voudrais pas écrire une petite nouvelle dans mon univers des Mystères de Pioche? Je pense que le principe du travail collectif dans un univers partagé avec Pierre, ça avait dû lui plaire. Et du coup, il a voulu retenter l'expérience de cette façon-là, probablement. Ouais. Et puis, bah, moi aussi, du coup. Et donc, c'est parti comme ça. J'ai écrit une petite nouvelle bonus pour son premier recueil. Donc, Les Mystères de Pioche, c'est une série de nouvelles de fantasy qui suit les aventures d'une magicienne dans une ville cosmopolite et magique. Et donc c'est en deux saisons de 5 épisodes chacun. Et dans la première, j'ai écrit une nouvelle bonus qui est incluse dans le recueil papier, enfin dans le recueil général. Et dans la deuxième saison, j'ai écrit deux des épisodes, le numéro 7 et numéro 9. Et là, Benjamin est en train de terminer le 10e. Ok. Donc voilà, c'est toi aussi tu clôt le chapitre des mystères de Kioche Ouais, exactement. avec lui. Ok. Du coup, tu es habitué à te glisser dans des univers existants, à les analyser. Comment ça se passe? Par exemple, pour le Paris des Merveilles, j'imagine que tu as dû analyser l'univers. Ouais, alors j'ai bossé exactement de la même façon sur les deux en fait. Enfin, j'ai reproduit sur les Mystères de Pioche ce que j'avais fait avec le Paris des Merveilles, c'est-à-dire que déjà j'ai commencé par tout relire en prenant un maximum de notes. En fait, puis je me suis constitué une espèce de petite encyclopédie personnelle du Paris de Pierre Pevel, en l'occurrence. À chaque fois, enfin, je relisais les livres, puis à chaque fois que je trouvais des fois un détail, hein, un truc sur les chats ailés ou sur tel coin de la ville de Paris où il y a une fontaine particulière, bah, du coup, je me reportais tout ça dans un fichier, et puis après, je l'ai utilisé ou je ne l'ai pas utilisé, mais ça me permettait d'avoir vraiment un univers bien solide sur lequel m'appuyer. Mhm, ok. Et donc, tu as fait la même chose, tu as décortiqué l'univers de Benjamin pour. Ouais. Bon, Ok. il m'a déjà pas mal passé de trucs sur un plateau. Comme lui, il s'était lui-même fait un dictionnaire, Ah oui, oui, ok. donc il me l'a donné, et ensuite j'ai pris mes propres notes par-dessus. Mhm, Mais ok. ce truc des recherches, c'est assez. C'est pas un moment désagréable en fait, c'est même assez passionnant. Sur Paris, là, bah, j'ai découvert Paris au 19e siècle, enfin à la belle époque, au début du 20e. J'ai été chercher des vieilles cartes de l'époque pour savoir quelle rue, quelle rue était encore, existait encore ou bien avait changé. Ah, puis tu trouves, j'ai découvert l'univers des cartes postales de cette époque-là, où c'est incroyable ce que tu trouves. Tu trouves des cartes postales qui représentent des wagons de seconde classe dans le chemin de fer de ceinture à Paris. Ah oui, ok. Oui, je vois sur Twitter, je vois passer des posts de Benjamin et lui Et aussi oui, trouve des photos incroyables. Donc, des trucs complètement fascinants, oui. ok. Ouais, je crois qu'il y avait des tenues de femmes, de cyclistes, Ouais. Oui, etc. la Enfin, première, la première trottinette électrique, elle est de cette époque-là aussi. Il avait posté cette photo-là à un moment donné. oui, c'est lui qui m'avait appris qu'il y avait eu des taxis électriques à New York Ouais, des en taxis enfin 1880. des voitures à vapeur aussi, enfin des. Ouais, ouais, donc voilà, on soupçonne pas toujours Mm. ce qui a été déjà trouvé, inventé, donc c'est bien de revenir dessus. Et ça alimente du coup un univers, bon, steampunk dans son cas. Après, on avait débattu sur le Paris des Merveilles, est-ce que c'est vraiment steampunk ou pas? Pas forcément nécessairement, mais Bah, on y retrouve pas les éléments auxquels on pense d'abord
quand on parle du steampunk, quoi, il y a assez peu de, il y a pas d'automates, il y a pas de grosses machines à vapeur. Après, peut-être plutôt au niveau de l'esthétique, je pense que ça s'y raccroche. D'avoir cette fin 19e, début 20e, avec toute l'élégance un peu surannée qui va avec, euh, et qui, elle, se retrouve totalement dans le steampunk, par contre. Oui, et il y a plus du merveilleux après, avec les fées, les chats ailés, oui. Oui, après, c'est relié, voilà, à ce qu'on fait rentrer plutôt traditionnellement dans la fantasy, mais c'est un peu à cheval sur les deux. C'est ce qui fait son charme, je pense. Oui, 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 et ça plaît. Je l'ai prêté à une collègue, ça plaît même aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire d'imaginaire Oui, et qui rentrent dedans sans problème. bah parce on retrouve en fait des tas de repères auxquels on est habitué. Il y a des références à l'imaginaire arthurien, il y a des références à l'histoire, donc même sans y connaître, on n'est pas complètement perdu. Mm. Et on retrouve, oui, ce qui est à la mode en ce moment, Arsène Lupin, avec la Aussi, ouais, série, l'art de donc la voilà, cambriole, etc. exactement. Donc qu'on retrouve aussi, ouais, chez Benjamin Lupu, Également. dans Le Grand Jeu, donc oui, Mm. très bien. Donc oui, il avait parlé, Benjamin avait dit que tu avais, en tant que quand tu avais pris ton chapeau de relecteur, tu avais trouvé des tonnes de choses à préciser sur le vocabulaire maritime, justement, que tu avais pu être précise Ah, là-dessus. pour le grand jeu, oui. Ah bah, j'ai traqué spécifiquement là-dessus, évidemment. J'avoue que oui, dans mon texte, là, ça se passe en partie sur un bateau et Ouais. je ne connais rien au bateau, donc je fais des recherches. Justement, je fais des tonnes de recherches et tu te dis, mais comment s'appelle ce truc-là? Oui, surtout qu'on a un peu tendance à donner des noms bizarres dans la marine, qui sont totalement abscons pour quiconque n'en fait pas partie. Voilà, alors c'est un bateau, c'est pas un bateau voilà, militaire, mais c'est Mm. voilà, c'est un C'est peut-être pire. catamaran. Si c'est de la marine à voile, alors là, je te serais pas d'une grande aide parce que je n'y connais Ah, c'est un rien. voile, oui. Oui. Bon, donc tout ça, on voit que le background t'aide à bah, enrichir tes textes. Alors, dans mes recherches, je suis tombé sur une Sylvie Poulain qui écrit pour les enfants. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une homonyme? Ah non, c'est une homonyme. J'ai trouvé, sur Amazon, j'ai trouvé 2 bouquins pour enfants coécrits, mais je me suis dit peut-être, peut-être pas. Ah, mais si. Alors non, j'ai pas écrit. J'ai Illustré, fait tes les bouquins. illustrations, voilà. Parce que Ah, ok, oui. j'ai fait pas mal de dessins quand j'étais plus jeune. Et puis pendant un moment, au moment où je cherchais un peu mon orientation pour la reconversion, effectivement, je me suis dit pourquoi pas repartir sur le dessin et faire de l'illustration. Et du coup, j'avais une copine à l'époque qui écrivait des récits pour enfants et qui m'avait demandé si je voulais pas lui faire les illustrations. Donc ça doit être ça sur lequel tu es Je tombé. pense, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est bien la même personne. Après, je pouvais pas partir à la fois sur la reliure, l'illustration et l'écriture. Il a fallu que j'en supprime un parce que c'était pas possible. Oui, oui, oui. Et donc, bah, c'est le dessin qui a sauté. Et donc là, du coup, tu travailles en indépendant, donc tu arrives Ouais. à aménager ton temps autour de l'écriture, en plus de ton métier de relieur. Ouais, alors, je t'avoue que ça ressemble pas mal à un Tetris, hein. Mais grosso modo, alors la chance que j'ai, c'est que je travaille chez moi. C'est d'autant plus une chance en 2020-2021, on va dire. Oui, Donc j'ai mon atelier au rez-de-chaussée en fait, avec des horaires d'ouverture pour accueillir les clients. Donc du mercredi au samedi, j'ai des horaires de travail presque normal quoi, enfin normal. Euh, et puis je me garde le mardi pour aller voir des fournisseurs ou éventuellement aller voir des clients. Mais je travaille aussi le mardi. Et du coup, il me reste toutes les soirées en fait pour écrire. Et puis très souvent le dimanche. Euh, le dimanche parce que déjà une fois par mois, on se retrouve avec un petit groupe d'écrivains à Paris. Euh, c'est encore Benjamin qui m'a introduite là-dedans. Donc ça permet d'écrire en groupe, de se motiver, c'est très sympa. Et puis bah, même les autres dimanches, en fait, même quand j'y vais pas, bah, j'ai cette envie d'avancer un peu et du coup, bah, quasiment tous les dimanches et toutes les soirées y passent. Ouais.
Ah oui, c'est un bel investissement. De temps en temps, il faut lâcher un peu de lest, j'avoue, mais c'est à peu près ça le rythme, ouais. Comment ça se passe les groupes d'écrivains? Vous travaillez ou vous échangez des idées? Vous écrivez, On échange des idées. Alors très souvent, on commence en fait la journée en se racontant, où on en est sur nos projets respectifs, et puis c'est là que les idées partent, et heu et qu'on se fait, éventuellement on s'en donne les uns les autres. Et puis après, après on part chacun dans notre monde. Et on se retrouve en fin de journée, avec une pause déjeuner quand même où on discute à nouveau également. Mais on se retrouve faire un petit point en fin de journée. Et après, on se rend des services de bêta lecture mutuelle en fait. À chaque fois, je donne entre autres à Benjamin, mais à chaque fois que j'arrive à un point, à un point d'arrêt où j'ai besoin de me faire relire, voilà, je sollicite les autres. Et puis voilà, sinon on a commencé dernièrement à essayer de se faire des petits exercices, où on prend des thèmes ou des illustrations et puis, on se donne, 20 minutes ou une demi-heure et on essaye d'écrire un texte. Alors c'est sympa, ça change, ça change un peu. j'organise ça le soir, une fois par mois, de temps en temps, peut-être un peu moins fréquent parfois. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, oui, tu fais ça aussi toi avec un groupe, il me semble, ouais? À distance, on fait ça à distance et en fait, on a un petit thème souvent, une petite phrase qui sert de thème et on se donne un quart d'heure à préparer avant pour pas que ça soit Ah oui, c'est court un quart d'heure. trop long, mais voilà. Ouais, Mmh. ouais, parfois je déborde un peu, mais Mmh. selon comment j'ai réussi à démarrer. Mais voilà, ça permet de pas passer trop de temps et puis d'avoir un petit texte à lire et puis quelque chose pour échanger. Donc, ouais, c'est sympa. Et donc, vous êtes tous dans l'imaginaire sur ce groupe de travail? Bah non, pas forcément. Alors on a presque tous, soit au moins eu un projet ou un rapport avec l'imaginaire, parce que le noyau dur, en fait, il vient de jeunes auteurs que Benjamin a rencontrés aux Imaginales. C'est là que la majorité du groupe s'est constituée. Donc il y a quand même il y a quand même une thématique imaginaire qui est bien présente. Toi, t'as pas eu l'occasion de faire les Imaginales encore? Bah non, parce que j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'aller à beaucoup de salons et autres tant que je naviguais, n'est-ce pas? Je découvre le milieu de l'imaginaire en fait. Et puis bah là, en 2020, je commençais enfin à avoir du temps et à être là pour pouvoir y aller. Puis bah, on sait ce qui s'est produit. J'ai voulu aller aux Utopiales aussi. J'ai pris le train pour aller à Nantes. Et puis bah, dans le train, l'annonce du reconfinement d'octobre est tombée. Et dans la foulée, l'annulation du salon. Donc j'ai dormi à Nantes et je suis revenue. Bon, oui, mais c'est pas l'année pour les salons. Dans le précédent podcast, le dernier qui a été publié à l'heure où on enregistre là, c'était Christophe Nicolas qui parlait aussi beaucoup des Imaginales et qui en a un souvenir ému parce que ça a l'air d'être une grande convivialité entre auteurs. Donc, Ah faut bah dire, il paraît que c'est quelque chose à voir, oui. mm. Donc voilà, je garde ça dans mes plans. Donc tenez le choc, les Imaginales. On arrive. On vient dès qu'on peut. Aujourd'hui, ouais, on évoquait un projet long. Comment ça se passe? Où est-ce que tu en es dans ton Eh bah écoute, j'ai posé le point final le dimanche dernier. Ah, carrément, oui, oui, c'est Oui. bien avancé. Donc, oui, C'est, soulagé. oui, beaucoup. Alors il me reste un peu de travail évidemment. Là j'ai deux cycles de relecture à faire. Et puis après, je balance à mes bêta lecteurs. Et ensuite, j'aurai encore quelques corrections probablement. Et puis voilà, d'ici un mois, c'est fini pour de bon. T'avais travaillé pendant combien de temps dessus, sur ce projet? Alors je crois que je suis arrivée à avoir à peu près un synopsis fin 2019. Ça faisait plusieurs mois que je tâtonnais pour trouver le bon. Le bon est arrivé fin 2019 et j'ai dû commencer à écrire début 2020, donc ça doit faire, j'ai mis un an à peu près, voilà. Bon, c'est Sans bien, compter le non? travail préparatoire. Oui, 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 mais bon, un an, c'est pas mal, hein, Mm. finalement, parce que c'est... Bon, Benjamin a réussi à le faire en accéléré, mais un an, c'est quand Ah oui, même... mais lui, il avait quelqu'un qui lui tapait sur l'épaule aussi. Un an, oui, voilà. Si je termine dans un an, voilà, je suis Mm. content. Enfin, fin de cette année, je serai content. Ouais.
C'est plutôt dans quel genre d'univers? Plutôt fantasy, Alors, plutôt non, science-fiction? c'est plutôt de la science-fiction. En fait, j'ai situé ça au 24e siècle et intégralement sous l'eau. Parce que j'imagine qu'au 24e siècle, l'humanité aura raté tous ses défis actuels, y compris la conquête spatiale, et du coup, il ne lui restera plus que les océans, Oui, c'est alléchant. n'est-ce pas? Donc là, la marine, t'as pas travaillé dans les sous-marins, non? Non, mais du coup, j'aime bien me lancer vers vers des univers que je ne connais pas encore et qui m'attirent. Alors, du coup, j'ai lu et vu tout ce qui me passait à porter sur les sous-marins et l'océanographie. Ça a été de bouquins d'océanographie à des documentaires comme Planète Méditerranée. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. T'as un biologiste et photographe français, là, Laurent Balesta, qui s'est fait enfermer dans un caisson avec 3 équipiers pendant un mois à 100 mètres de profondeur entre Marseille et Monaco. Et du coup, ça ramène des images absolument géniales parce qu'ils n'ont pas la limite de temps qui s'impose habituellement à la plongée. Ils peuvent partir du caisson, faire une plongée, revenir, mais pas remonter. Et puis j'ai lu tous les romans qui me passaient sous la main sur le sujet. Robert Merle, avec Le jour ne se lève pas pour nous, notamment, qui te raconte une patrouille de SNLE dans le détail. Donc SNLE, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. J'ai beaucoup retenu Abyss aussi. C'est un roman d'un écrivain allemand qui s'appelle Frank Schätzing. Et alors c'est marrant parce que ça part un peu de la même idée que le film Abyss de James Cameron. C'est-à-dire qu'il y a une vie dans les fonds qu'on ne connaît pas bien et puis qui peut se révéler un peu surprenante. Sauf que ça se passe beaucoup moins bien que, que dans le film, parce que cette espèce d'organisme étrange n'apprécie pas ce que l'être humain fait aux océans, en fait. Donc c'est un techno-thriller, en fait. C'est extrêmement bien documenté, hein. On retrouve des bateaux et des instituts scientifiques qui existent dans la réalité, donc c'est vraiment intéressant. Et donc là, t'arrives au bout de ce projet. Euh, Mhm. Comment tu sais déjà s'il va y avoir, t'as envie de faire une suite ou c'est Alors normalement ce sera une duologie. Donc oui, j'ai envie de faire une suite. D'ailleurs, ça commence déjà à germer dans tous les sens pour la suite. Je sais à peu près où je vais. J'ai mon point final du tome 2 en ligne de mire. Après, ce qui se passe entre les deux, la façon dont les personnages vont arriver à la fin, c'est un peu plus nébuleux pour le moment. Ça se construit au fur et à mesure, en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le résumé et le synopsis. J'ai un peu fait évoluer le concept. J'ai écrit effectivement un résumé général qui me donne la ligne directrice de l'ouvrage. Et puis après, je détaille mon synopsis, mais partie par partie. Par exemple, là, mon livre, il est construit en 4 parties. J'ai d'abord détaillé le synopsis de la première partie. Ensuite, je l'ai écrite. J'ai regardé où ça me menait. Éventuellement, il y a des déviations qui sont apparues là où je ne les attendais pas. Et puis là, j'ai fait intervenir une première fois mes bêta-lecteurs pour vérifier que c'était accrocheur, que c'était cohérent, que ça plaisait, quoi. Et que ça passait bien. Et puis j'ai fait ça à chaque fin de partie, en fait. Et à chaque fois, en revenant relire ce que j'avais écrit précédemment. Donc je pense que je perds du temps sur l'écriture, mais par contre, j'en gagne au niveau de la cohérence d'ensemble et au niveau des corrections à la fin, parce que je les fais au fur et à mesure. Mhm. Ok, ok. Moi, j'ai effectivement, je découvre des choses au fur et à mesure, donc tu t'aperçois après par contrainte que tel personnage, il vaut mieux qu'il ait telle caractéristique Ouais, dès le c'est ça. début, et donc tu dois changer un peu son Mm. caractère ou sa manière de réagir, ou voilà. Et du coup, ça, je préfère le faire en cours de route plutôt que de rembobiner tout à la fin pour, pour Voilà, c'est ça. recoller les morceaux. C'est ça, ouais. Ça fait beaucoup de réécriture, voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin voilà, en tout cas en partie sur les premiers textes longs, ça fait partie aussi du jeu pour découvrir l'histoire, quoi. Ouais. Donc c'est la phase exploratoire. Du coup, là tu dis que tu as déjà les idées pour la suite, mais justement, t'as pas l'impression, comme tu viens de mettre le point final, t'as pas l'impression d'avoir tout donné et tout mis dedans et Ça, écoute, ça va. Alors, dimanche soir, j'ai fini d'écrire ma phrase. Là, j'ai fait point final. J'ai eu à peu près 10 minutes d'euphorie intense. Puis après, j'ai eu mal à la tête et je suis allée me coucher.
Mais dès lundi, j'étais repartie pour relire. Alors peut-être que je serai d'autant plus fatiguée quand j'aurai vraiment terminé toutes les relectures, toutes les corrections et que là, le manuscrit sera terminé et je l'enverrai à des éditeurs. Je sais pas, on verra comment je réagirai. Ouais, ta démarche en partie peut être aussi bien dans le sens où tu sais que tu as moins d'écart entre ce que tu as écrit et le produit final. Donc, quand tu as Ouais. peut-être moins de réticence à te lancer dans la relecture. Parce que moi, j'avais fait un premier jet qui était vraiment totalement bancal et pas fini parce que j'arrivais pas à le finir parce que je savais que je devais revenir en arrière pour réécrire Ah les bah là, choses. tu te retrouves face à un monument, tu te dis, mon Dieu, il faut que je recommence au Comment je vais début. faire? Donc, je l'ai posé quelques temps et puis après, je me dis, bon, je vais aller au bout, puis après, je vais rembobiner et comme ça, voilà, ça fait le truc. Mais du coup, tu as une phase où tu sais plus comment prendre, Ouais. par où prendre le problème, quoi. Donc, peut-être que tu as moins d'écart. Bah, j'ai l'impression. Et puis j'ai toutes les lignes narratives parallèles à peu près en tête au même moment. Du coup, finalement, tout ça s'articule relativement naturellement, quoi. J'ai pas rencontré de grosses difficultés ou de moments de panique à l'idée de me remettre dans le bain. Ok, donc la prochaine étape, c'est, comme tu disais, envoyer le manuscrit Bah voilà, pour trouver un il va éditeur. falloir à un moment donné. Bon, bah écoute, c'est la partie, comment dire, un peu stressante peut-être, puisque Ouais, voilà. c'est à nouveau un petit peu le bond dans l'inconnu, hein. Je débute tout juste, donc il faut encore que je me tisse mon réseau professionnel à ce niveau-là. Donc il y a à nouveau des briques à monter à cet endroit-là. Enfin, ce que j'en ai entendu était très positif, on va dire. Donc voilà, on m'en a dit beaucoup de bien avant que ça soit terminé même. Donc bon, je suis assez confiant et Bah optimiste pour merci, toi. je touche du bois en tout cas. Je touche du bois aussi pour toi. Mm. En tout cas, j'étais ravi. Je pense on va s'arrêter ici et je serais Mhm. ravi de te réinterviewer au moment de la Ouais, publication de bah ce roman. volontiers. Donc voilà, je te souhaite tout le meilleur pour cette publication. Bien trouver, retrouver une bonne inspiration pour le tome 2 aussi. Pour la suite. Parce que voilà, c'est pas le tout d'envoyer à des éditeurs, mais c'est bien aussi de garder le plaisir de l'écriture. Merci pour ton temps, c'était Bah passionnant avec et plaisir, c'était très super de sympathique. pouvoir échanger avec toi. Et puis bah, à très bientôt. Alors. Ça marche, à très Au bientôt. revoir.